Enfin, je rencontre tous les jours énormément de gens qui font du très bon boulot pédagogique à propos de la Shoah, et ce que je vais faire avec vous, c'est de vous donner une idée de ce que j'essaie de transmettre aux enseignants pour qu'ils puissent justement faire le mieux possible leur travail dans leur classe. J'ai vu, enfin, le schéma que je vais vous présenter, c'est un schéma qui passe bien auprès des enseignants, mais qui passe bien aussi auprès des élèves. J'ai fait l'expérience de m'adresser à des élèves de première, vous voyez, qui ont une formation de base correcte, et lorsque les enseignants ont bien fait leur boulot, les élèves ont appris les bases, ils ont appris les informations, les faits fondamentaux, et puis si on veut les emmener à un niveau de réflexion un peu plus élevé, un peu plus approfondi, alors on peut arriver à leur transmettre à eux aussi, vous voyez, le schéma que je vais vous proposer maintenant. Le schéma que je vais vous proposer maintenant, c'est donc une sorte de mise en perspective de cette question de la passivité du monde et de la résistance des Juifs pendant la Shoah. Puisque, vous voyez, il y a un certain nombre de questions naïves que posent spontanément aussi bien les enfants que les adultes, qui sont mal informés ou qui n'ont jamais réfléchi sérieusement à toutes ces questions. Une des questions naïves qui est posée, c'est pourquoi ne se sont-ils pas révoltés, hein? C'est une des questions que vous avez certainement déjà entendues. Justement, cette question naïve, pourquoi ne se sont-ils pas révoltés, elle suppose que la réponse est déjà donnée, c'est-à-dire qu'elle suppose d'emblée qu'on sait comme une évidence qu'ils ne se sont pas révoltés. Et ce que je voudrais vous montrer, ce sur quoi je vous propose de réfléchir, c'est sur le fait que, bien entendu, les Juifs ont résisté énormément dans toute l'Europe à ce qui était en train de leur être infligé par les nazis et par leurs complices. Donc les Juifs se sont révoltés, ils ont résisté énormément. Par contre, il y a un véritable problème qui est très lourd, qui est très difficile à regarder en face, c'est la passivité du monde, et la passivité du monde libre, du monde qui était témoin de la Shoah et qui a laissé faire la Shoah. Et comme ce problème est lourd et difficile à assumer, parce qu'il englobe les Alliés, il englobe les pays neutres, il englobe la Croix-Rouge internationale, il englobe le Vatican, alors c'est un mécanisme psychologique assez facile à comprendre. On a besoin de déplacer ce problème lourd et difficile en projetant l'idée de passivité sur les Juifs et non pas sur ceux qui étaient véritablement passifs pendant cette période. En même temps, donc, il ne faut pas aller trop vite. Quand on parle de passivité du monde libre face à la Shoah, bien entendu, ça n'inclut pas les justes. Les justes parmi les nations, ce sont justement ceux qui ne sont pas restés passifs, ceux qui n'ont pas été indifférents, vous voyez, tous ces non-juifs qui, eux, ont pris des risques pour aider les Juifs. Simplement, il faut, si on met les choses, vous voyez, en perspective, il faut se dire que tous ces individus courageux qu'on appelle aujourd'hui les justes parmi les nations, ces individus ne pouvaient pas avoir l'impact qu'auraient eu des États si des États s'étaient montrés solidaires des Juifs. Donc ça ne peut pas, l'un ne peut pas compenser l'autre. Aujourd'hui qu'on parle beaucoup des justes, c'est un vrai progrès dans la connaissance et dans la réflexion que l'on parle des justes, mais c'est le fait de dire qu'il y a eu des justes et de mettre en valeur leur action ne signifie pas qu'il y a une sorte de happy end, c'est-à-dire que finalement toute cette histoire triste de la Shoah se termine bien par un coup de chapeau aux justes. Non, les justes, malgré tout le mérite qu'ils ont eu, ne peuvent pas compenser la défaillance des États qui se sont montrés passifs à l'époque, des États qui n'étaient pas du côté des nazis, mais qui n'ont pas su agir contre les nazis, en tout cas sur ce terrain-là de la protection des Juifs. Hein. Alors, je voudrais reprendre donc ces questions-là, vous voyez, une par une, pour les traiter de manière plus précise et plus méthodique. D'abord, tout simplement la résistance des Juifs, vous voyez, je vais l'aborder de manière très schématique, très synthétique, en disant qu'il y a trois formes de résistance des Juifs pendant la Shoah. Il y a une forme dont je ne vais pas parler parce que ça n'est pas vraiment mon propos, c'est la participation individuelle d'un très grand nombre de Juifs à la résistance tout court, à la résistance en général. Dans toute l'Europe, aussi bien en France que dans le reste de l'Europe, vous avez un très grand nombre de Juifs qui sont mêlés à la résistance avec les non-Juifs. Ça englobe par exemple les Juifs de France qui ont participé à la France libre, donc ils sont sortis de France pour aller rejoindre De Gaulle, ceux qui sont restés sur le sol français et qui ont résisté. Dans le cas français, ce qui est frappant, c'est que ces Juifs-là, engagés dans la résistance, ils ont été engagés dans la résistance dès le début. Donc à l'époque où la résistance était minuscule, vous savez que la résistance française, elle est très petite en 40 et en 41,
elle commence à grandir seulement en 1942 et elle ne devient vraiment importante qu'en 1943-1944. Or, les Juifs engagés dans la résistance, eux, ils sont là dès 1940. Ils sont là dès 1940 parce que, pour une raison très simple, vous voyez, si on fait de l'histoire, c'est justement pour essayer de raisonner, de mettre de la raison dans toutes ces questions très sensibles. Jusqu'au début de l'année 1943, le monde entier était convaincu que c'est l'Allemagne qui allait gagner la guerre. Jusqu'à la défaite allemande de Stalingrad, vous voyez, 5 février 1943. Donc pour s'opposer à l'Allemagne, tout en pensant que c'est elle qui allait gagner la guerre, il fallait être un peu fou, vous voyez, il fallait vraiment avoir un tempérament exceptionnel. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, très peu de gens se sont opposés à l'Allemagne, et les Juifs, eux, l'ont fait parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Les Juifs, sachant que la victoire de l'Allemagne signifiait leur écrasement à eux, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas hésité à s'engager très nombreux dans la résistance très tôt. Et évidemment, par la suite, lorsque la résistance a grandi énormément, la part des Juifs a diminué. En termes absolus, c'est évident que le chiffre relatif des Juifs a diminué quand la résistance est devenue très grande. Mais dans cette deuxième phase, on retrouve toujours un grand nombre de Juifs parmi les cadres dirigeants de la résistance. Puisqu'ils étaient là au début, ils étaient donc en position de jouer un rôle dirigeant par rapport à tous ceux qui sont venus après, ouais, qu'ils ont encadrés, qu'ils ont canalisés. Donc ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toute l'Europe, la surreprésentation des Juifs dans la résistance en tant qu'individus mêlés à des individus non-juifs, et leur surreprésentation parmi les cadres dirigeants dans la période où la résistance a grossi. Donc je ne vais pas la rentrer dans les détails parce que ça n'est pas ça que l'on appelle la résistance juive. Et la résistance juive, c'est un mouvement spécifiquement juif. Ce ne sont pas simplement des individus juifs mêlés à des individus non juifs, ce sont des individus juifs qui se regroupent en tant que juifs pour mener des actions qui soient spécifiques à la fois parce que c'est les juifs qui les mènent et qui se revendiquent comme juifs, et en plus les buts de ces actions sont également spécifiquement juifs. Hein. C'est ça qu'on appelle la résistance juive dans toute l'Europe. C'est un concept qui est bien connu des historiens, mais c'est encore très méconnu aujourd'hui en France. Et justement, les enseignants n'en ont jamais entendu parler dans leurs études d'histoire, donc il faut combler ce manque quand on fait de la formation avec eux. Donc ce qu'on appelle la résistance juive, là ça peut se décliner sous 3 grandes formes principales. C'est ça que je vais maintenant examiner avec vous. Première forme de la résistance juive, c'est s'occuper de ce dont la résistance générale s'occupait très mal, c'est-à-dire la protection des Juifs. Je ne le dis pas avec plaisir, je ne le dis pas avec satisfaction, mais les recherches actuelles des historiens nous montrent que la résistance française, en tant que telle, s'est relativement peu souciée de la persécution des Juifs. C'est-à-dire que quand vous lisez les journaux de la résistance française et les tracts qu'ils diffusaient ou les affiches qu'ils collaient, ils abordent le problème des Juifs persécutés rarement. Ils l'abordent au moment des grandes rafles de l'été 42, ils l'ont peu abordé avant et ils l'ont peu abordé après. Donc il y avait une lacune très grave. Les Juifs menacés ne pouvaient pas compter sur une aide massive et efficace de la résistance en tant que telle. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure des Justes, brièvement, et je reparlerai d'eux à la fin, je dois préciser que la plupart des Justes n'étaient pas engagés dans la résistance et que la plupart des résistants n'étaient pas des Justes. C'est-à-dire qu'il peut arriver que la même personne ait été résistante et juste en même temps, mais ça n'était pas le cas le plus fréquent. En général, les résistants n'ont pas eu une activité de juste et les justes n'ont pas eu une activité de résistant. Donc, puisque la résistance en tant que telle était peu active pour la protection des Juifs, il a fallu que la résistance juive, elle, se donne comme but fondamental la protection des Juifs, c'est-à-dire la protection des Juifs par des Juifs. Et lorsqu'on fait un travail avec des enseignants, c'est très important de leur faire comprendre quelque chose qui est renversant au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui renverse les idées reçues, une vision classique, conventionnelle de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre conventionnelle au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire l'affrontement de 2 grandes coalitions militaires. Vous avez d'un côté les Alliés, de l'autre côté l'Axe, comme on disait à l'époque, donc une énorme bataille militaire, planétaire, qui se termine bien, heureusement, le 8 mai 1945, par la victoire des Alliés en Europe, et qui se termine 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard par la victoire dans le Pacifique des mêmes Alliés. Donc ça, c'est la Seconde Guerre mondiale en tant que guerre conventionnelle. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une autre guerre cachée dans la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une guerre dans la guerre
qu'il faut apprendre à déchiffrer, qu'il faut apprendre à observer, c'est la guerre totale de l'Allemagne nazie pour la destruction de la population civile juive en Europe. Et ça n'est pas du tout une guerre conventionnelle. Ça, c'est justement ce qu'on appelle un génocide. L'idée de génocide, c'est l'idée qu'un État très puissant se donne tous les moyens pour détruire une population civile désarmée. Civile et désarmée, d'ailleurs, ça va ensemble, hein, ça va de soi. Donc, cette guerre-là, la guerre totale de l'Allemagne nazie pour détruire la population civile juive en Europe, malheureusement, elle ne se termine pas bien, elle ne se termine pas par la victoire des Alliés, elle se termine par la défaite des Juifs, puisque la majorité des Juifs d'Europe ont bien été détruits par les nazis. Et non seulement les nazis ont gagné cette guerre-là, mais ils l'ont gagnée dès 1943. En 1943, la majorité des Juifs d'Europe étaient déjà morts. Et il y a une logique qu'il faut comprendre. Vous voyez, dans l'optique des nazis, cette guerre-là, c'était la guerre principale. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on a appris en classe, c'est pas ce qu'on a l'habitude de dire superficiellement, mais pour les nazis, la destruction des Juifs d'Europe était plus importante que la victoire militaire conventionnelle. C'est pour cette raison qu'en 1944, l'armée allemande attend du ravitaillement, mais les trains sont réservés non pas au ravitaillement de l'armée allemande, ou au renfort de l'armée allemande, les trains sont réservés pour la déportation des Juifs. C'est-à-dire que l'Allemagne ne place pas sa victoire militaire en tête de ses priorités, elle place en tête de ses priorités la destruction des Juifs. Et c'est ce que dit Hitler lui-même. Vous voyez, dans son testament, avant de mourir, il dit que son pays va probablement perdre la guerre, mais qu'ils auront rendu un grand service à l'humanité en détruisant les Juifs d'Europe. Hein. Donc c'est cet effort-là qu'il faut faire, l'effort intellectuel de se mettre dans la tête d'Hitler pendant quelques instants, se mettre dans la tête des nazis. Dans leur vision du monde, les Juifs sont une force sensationnelle et très dangereuse. C'est ça l'essentiel pour eux de la guerre. Finalement, pour eux, les Américains, les Britanniques et les Soviétiques étaient des instruments des Juifs. Vous voyez, c'était un fantasme absurde, mais dans leur optique, c'était les Juifs qui dominaient les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Et donc, si on se met dans cette perspective-là, vous voyez, le sauvetage physique des Juifs, la protection physique des Juifs menacés de mort, était véritablement une forme de guerre contre les nazis. C'était vraiment de la résistance de vouloir protéger les Juifs, les garder vivants le plus nombreux possible, puisque c'était aller à l'encontre du but fondamental de l'ennemi nazi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que non seulement un juif qui se donnait comme but d'aider à la survie des autres juifs faisait bien de la résistance, mais même un juste parmi les nations, vous voyez, un non-juif qui aidait à la survie des juifs, lui aussi il faisait de la résistance en aidant à la survie des juifs. Et pourtant ça n'est pas comme ça que c'était perçu à l'époque. À l'époque, à la fin de la guerre, quand on a commencé à distribuer des médailles de la résistance, je ne parle pas des faux résistants, ça c'est une escroquerie qui malheureusement a existé trop souvent, mais même les vrais résistants de l'époque qui ont eu des médailles à la fin de la guerre n'ont pas imaginé à l'époque donner des médailles aux ceux qui avaient hébergé des juifs chez eux et qui avaient accueilli les juifs pour les protéger. Parce que ça n'était pas compris comme un acte de résistance. C'était compris simplement comme un acte humanitaire de braves gens sympathiques, un petit peu comme si quelqu'un est en train de se noyer et que vous plongez pour aller l'aider à ne pas se noyer. On considère que vous êtes un brave homme, une brave femme, que vous avez rendu service à autrui, mais ça n'était pas compris à l'époque comme étant un acte de résistance pour aller à l'encontre du but fondamental des nazis qui était de détruire les juifs. Et donc la résistance juive, elle s'est donnée comme but fondamental la protection physique des juifs. C'est pour ça qu'il y avait dans toute l'Europe des réseaux bien organisés pour le sauvetage des juifs. Alors, si on emploie le mot sauvetage, il faut être un peu précis justement sur le vocabulaire. La notion de sauvetage n'a de sens que dans la période où la vie des juifs est menacée. Or, la vie des juifs n'est pas menacée tout de suite. Dans le cas français, la vie des juifs est menacée en 1942, pas auparavant. Jusqu'à 1942, les juifs avaient beaucoup d'ennuis en France, mais leur vie n'était pas encore menacée. En Europe de l'Est, elle est menacée dès 1941, la vie des juifs. Hein. Donc vous voyez, avant que la vie des juifs soit menacée, il vaut mieux parler d'assistance que de sauvetage. Apporter de l'assistance, ça veut dire par exemple procurer des ressources à des juifs à qui on a pris leur source de revenus, à qui on a pris leur possession. Donc dans un premier temps, les juifs ne sont pas encore menacés physiquement, mais ils sont déstabilisés, ils sont fragilisés, vous voyez, par le fait qu'on les a mis en situation de précarité.
Donc la première étape, c'est de leur fournir une assistance, les aider à nourrir leur famille, les aider à se loger, oui, enfin à faire face à des besoins basiques auxquels ils ne pouvaient plus faire face. Et dans un deuxième temps, leur vie même est menacée, donc c'est vraiment le temps du sauvetage. Hein. C'est important d'employer ce mot sauvetage, pas à n'importe quel escient, mais dans la période où ça a vraiment un sens de parler de sauvetage. Et donc, des réseaux d'assistance existent dès le début de la guerre, qui deviennent des réseaux de sauvetage, vous voyez, quand c'est l'époque qui a changé. Et qui est-ce qui fait fonctionner ces réseaux d'assistance qui deviennent des réseaux de sauvetage? Essentiellement, trois types de militants juifs. D'abord, les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui faisaient fonctionner des œuvres sociales juives. Et vous voyez, quand on connaît le monde juif, on sait très bien qu'il y a eu que dans toute communauté juive à travers le monde, il y a des œuvres sociales, que c'est aussi important que les synagogues. Vous voyez, dans la définition même d'une communauté juive, c'est que c'est un endroit où on a un lieu pour prier et un lieu pour la tzedaka, un lieu pour aider ceux qui sont en difficulté. Donc les œuvres sociales juives qui existaient partout où il y avait des juifs, eh bien, en temps d'urgence, en temps de crise, elles sont devenues des œuvres d'assistance pour ceux qui étaient précarisés, et ces œuvres d'assistance sont devenues des œuvres de sauvetage à partir de 1942 dans le cas français. Alors ça c'est la première catégorie d'acteurs, mais vous aviez les travailleurs sociaux qui avaient fait ça pendant toute leur vie, qui étaient très connus comme travailleurs sociaux. Et vous voyez, j'ai vu un petit peu l'exposition qui est en bas sur la rue Amelot, c'est un exemple typique, puisqu'on avait là une grande œuvre sociale juive très connue avant la guerre, avec des gens qui avaient l'habitude d'assister les autres juifs dans des conditions de la paix ordinaire, qui se sont reconvertis en temps de guerre dans une assistance d'urgence dans des conditions très particulières de la guerre, et à un moment donné, ils sont passés à l'illégalité, c'est-à-dire au sauvetage de gens dont la vie était menacée. Donc c'est un très bel exemple, l'exemple de la rue Amelot. Vous avez donc ces travailleurs sociaux, soit ils faisaient ce travail depuis toujours, soit ils se sont improvisés travailleurs sociaux dans le contexte de la guerre. Vous avez par exemple des gens très jeunes qu'on a embauchés à ce moment-là dans les œuvres sociales et qui sont devenus donc des professionnels alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Une question très importante se pose, que je n'ai pas soulevée, mais faire fonctionner des œuvres sociales en temps normal, ça repose sur les dons que font les juifs qui bénéficient d'un certain confort matériel, qui sont généreux, qui donnent de l'argent pour les juifs en difficulté. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque une grande partie des juifs qui habituellement vivaient dans le confort sont eux-mêmes précarisés, donc ne sont plus en position de donner, de contribuer pour les autres, et au même moment où les donateurs habituels ne peuvent plus donner ce qu'ils avaient l'habitude de donner, les besoins qui existaient déjà avant sont démultipliés énormément par des nouvelles catégories de gens en difficulté. Vous voyez, en France, la catégorie de juifs qui avait le plus besoin d'être aidés à partir de 1940, c'était les juifs internés dans les camps d'internement français. C'est eux qui vivaient dans les plus mauvaises conditions, qui n'étaient pas nourris correctement, qui ne bénéficiaient pas du minimum matériel. Donc il y avait une urgence à distribuer de l'argent, et en même temps, les sources habituelles, vous voyez, d'argent à distribuer étaient en grande partie taries. Alors la réponse à cette question, d'où venait l'argent pour protéger les autres juifs, ben, la réponse c'est que ça venait des États-Unis, et que ce sont les juifs américains qui ont très généreusement subventionné pendant toute la guerre l'assistance puis le sauvetage, vous voyez, aux juifs d'Europe. C'est ce qu'on appelle le joint américain, qui a fait parvenir de l'argent en grande quantité pendant toute la durée de la guerre. Et c'est une histoire très intéressante, que je ne vais pas trop raconter parce que ça prendrait du temps, comment ils ont fait pour faire parvenir de l'argent sur tout le continent européen. Vous voyez, dans le cas français, on estime que 12 millions de dollars de l'époque ont été dépensés en France, d'origine américaine, pour aider à la protection des juifs français pendant cette période. Hein. Donc ça, c'est la question des œuvres sociales, vous voyez, qui sont l'acteur principal de l'assistance puis du sauvetage. Mais il y a deux autres catégories très intéressantes de juifs qui ont agi pour les autres juifs à l'époque. C'est d'abord la catégorie des rabbins. C'est pas assez connu, mais les rabbins français ont fait un travail formidable à l'époque. Un certain nombre de rabbins se sont portés volontaires pour entrer dans les camps d'internement français et pour soulager, vous voyez, la misère des autres juifs. Et donc un tiers des rabbins français, à la fin de la guerre, étaient morts. Quelques-uns étaient morts de mort naturelle
mais la plupart sont morts dans des actions de résistance, donc c'est pas assez connu. D'ailleurs, on a souvent le préjugé, mais tout le propos de mon intervention ce soir, c'est de critiquer certaines idées reçues, certains préjugés, pour les remplacer par une vision plus objective et plus vérifiée des faits. Donc on a des préjugés sur les rabbins qui seraient des gens incapables de militantisme politique dans les périodes d'urgence. Justement, en France, les rabbins se sont très bien comportés et ils ont fait un très beau travail pour l'assistance aux autres juifs, vous voyez, y compris au péril de leur propre vie. Hein. Petite parenthèse, vous voyez, je pourrais donner un grand nombre d'exemples sur tous ces points que j'aborde, mais je vais essayer d'en donner le moins possible pour ne pas être trop long. Vous avez remarqué qu'actuellement, un de nos deux grands rabbins de France par intérim s'appelle Olivier Kaufmann, c'est le rabbin de la place des Vosges, qui maintenant est le directeur du séminaire israélite, et il est le petit-fils du grand rabbin Henri Chili, qui avait d'ailleurs lui-même été grand rabbin de France par intérim il y a un demi-siècle. Le grand rabbin Henri Chili, justement, travaille dans les camps d'internement français. Il était à la tête de ce réseau de rabbins qui prenaient des risques fous pour aller dans les camps français et pour aider les internés juifs, et qui ont sauvé comme ça des centaines de personnes qu'on a pu sortir des camps français. Donc ça, c'est une catégorie, les rabbins. Et troisième catégorie intéressante, c'est les mouvements de jeunesse juifs. Et les mouvements de jeunesse, soit le mouvement des éclaireurs israélites de France, soit les mouvements de jeunesse sionistes. Et après ça, on le retrouve dans toute l'Europe. Vous voyez, ces mouvements de jeunesse travaillent énormément pour la protection physique, vous voyez, des juifs menacés. Dans le cas français, il y a un grand réseau créé par les éclaireurs israélites qui s'appelle la 6e, qui est animé par des jeunes femmes. Vous voyez, les jeunes hommes des éclaireurs israélites sont allés dans le maquis, et j'en dirai un mot tout à l'heure, des maquisards, mais les jeunes femmes, c'est elles qui se sont spécialisées dans le convoyage des enfants et des adultes, vous voyez, à travers la France, éventuellement à travers la frontière suisse ou à travers la frontière espagnole. Donc il y avait le réseau de la 6e, affilié aux éclaireurs israélites, et le réseau qu'on appelait éducation physique, qui était affilié aux jeunesses sionistes, hein, c'était le nom de code, éducation physique. Donc ça, voilà des exemples de ce travail de sauvetage. Vous voyez qu'au cœur du sauvetage des Juifs, je mets la résistance juive. Et bien entendu, je ne néglige pas le rôle des justes, le rôle de toutes les personnes non juives qui ont aidé, mais à mon avis, il ne faut pas mettre en premier plan ce rôle-là, il faut mettre au premier plan l'effort des Juifs eux-mêmes pour s'en sortir, pour se sauver eux-mêmes et pour sauver les autres Juifs. Et dans un deuxième temps seulement, on va se demander de quelle complicité, de quel concours ils ont bénéficié de la part de leurs voisins non-juifs. Hein. Donc c'est pour ça que je le réserve pour la fin, la question des voisins non-juifs. Alors, ça c'est l'action première de la résistance juive qui vient combler un manque, qui vient combler une lacune de la résistance générale qui n'avait pas clairement compris à quel point les Juifs étaient menacés et à quel point, pour les nazis, c'était un but de guerre auquel il fallait donc s'opposer si on voulait être des résistants conséquents. Mais je dois préciser tout de suite, et ça s'est fait un peu écho au document filmé qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y avait des divergences d'analyse dans la résistance juive à propos de la place qu'il fallait accorder au sauvetage des Juifs menacés. Parce que les résistants juifs communistes, comme celui qu'on a vu interviewer, il était très jeune, mais son frère aîné était un militant donc, de choc des FTP et MOI, les résistants juifs communistes ne mettaient pas au centre de leur action le sauvetage des vies humaines juives. Ils mettaient au centre de leur action la lutte armée contre les nazis, ce sont les non-communistes, c'est-à-dire tous les autres qui étaient soit des sionistes, soit simplement des communautaires, des gens relativement peu politisés, mais qui étaient des communautaires juifs. Les autres ont mis au centre de leur action le sauvetage. Les juifs communistes, eux, ne mettaient pas au centre de leur action le sauvetage. Ils ont fait du sauvetage dans une certaine mesure, mais ils l'ont fait en n'y investissant pas l'essentiel de leurs ressources humaines, de leur argent et de leur énergie. Ils avaient beaucoup d'énergie. Si vous avez connu les juifs communistes, vous savez que c'était des gens très militants, très dynamiques. Quand ils voulaient faire quelque chose, ils le faisaient bien en général. Donc quand ils faisaient quelque chose de bien, ils le faisaient très bien. Et quand ils faisaient quelque chose de moins bien, ils le faisaient vraiment moins bien. Les juifs communistes, eux, ont mis au centre de leur action la lutte armée contre l'ennemi nazi. Et c'est intéressant de voir que les tendances non communistes de la résistance juive, donc les sionistes et les communautaires, n'étaient pas indifférents à l'idée de la lutte armée.
ils ont participé aussi à la lutte armée. Simplement, ils n'y ont pas investi l'essentiel de leurs ressources et de leur énergie. Par exemple, les éclaireurs israélites de France envoient une centaine de jeunes hommes qui sont parmi leurs cadres dans le maquis de la Montagne Noire, dans la montagne de Vabre, dans le Tarn-et-Garonne. Ils occupent un secteur du maquis à cet endroit-là, et ils participent, vous voyez, à la bataille pour la libération de la ville de Castres. Enfin, ils jouent un certain rôle militaire dans un département français qui est le Tarn-et-Garonne, et d'ailleurs un peu plus loin, il y a une centaine de jeunes sionistes qui font la même chose dans une autre montagne dont le nom m'échappe à l'instant. Vous avez pas une indifférence de la résistance juive non communiste par rapport à la lutte armée, militaire, mais ils n'y mettaient pas l'essentiel de leur action. Hein. Donc vous comprenez qu'il y a une divergence là dans les priorités, dans la pondération des moyens et des efforts. Et c'est intéressant de voir que finalement l'idée de faire des groupes armés juifs est une idée qui, vue d'aujourd'hui, a l'air ça pose problème. On a l'impression aujourd'hui, vous voyez, on est toujours plus intelligent et plus sage a posteriori qu'au moment même des événements. On a l'impression que ça aurait vraiment été logique d'investir toutes les forces dans le sauvetage des vies humaines et de ne pas trop se soucier de marquer des points militaires, puisque finalement c'était le Parti communiste. D'ailleurs, il l'a dit, Simon Reimann, c'était le Parti communiste qui avait besoin que des combattants communistes fassent des coups d'éclat militaires contre les Allemands, mais ça ne répondait pas à un objectif spécifiquement juif de marquer de tels points à ce moment-là. Mais alors, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec justement des gens du même groupe qui étaient très jeunes à l'époque. Quand j'ai parlé avec eux, ils avaient dépassé 80 ans. Et en parlant avec eux, c'était très intéressant d'écouter, d'essayer de comprendre la logique de leur engagement, au-delà même de ce que le Parti communiste leur demandait de faire. Ils me disaient, en 1942, on est venu arrêter nos familles, vous voyez, on est venu arrêter ou nos pères, ou nos mères, ou nos frères, on s'est senti extrêmement humiliés d'assister à ces arrestations dans nos familles, et les seuls qui nous ont proposé de faire quelque chose pour nous venger, c'était les communistes qui ont eu... c'est les seuls qui ont osé donner des armes à des gens qui avaient 18 ans, comme nous, qui avaient 17 ans. Vous voyez, lui-même, hein, il est né en 27, en 42, il n'a que 15 ans, donc lui, c'est en 41 que son père a été arrêté. Effectivement, il y avait que les communistes pour avoir cette idée curieuse de proposer des armes à des adolescents. Mais une fois qu'ils ont eu des armes, ils nous expliquent qu'ils n'avaient jamais, bien entendu, vu une arme de leur vie, et qu'au début, c'était des gens très pacifiques qui avaient beaucoup de mal à se servir de ces armes. Dans les interviews, ils racontaient, tous ces gens, que quand ils ont dû pour la première fois se servir d'une arme, ils ont été extrêmement inhibés. Et puis finalement, ils sont devenus des héros, ils ont appris à s'en servir très bien et à obtenir des résultats militaires formidables contre les Allemands. Et vous voyez, ça avait une certaine valeur morale symbolique que ces Juifs qui étaient pourchassés comme pratiquement traités comme des bêtes, qu'on voulait vraiment déshumaniser, qu'on voulait abaisser, humilier, se vengent en montrant qu'ils étaient capables d'être des combattants armés, et même des combattants armés qui marquaient des points contre les nazis. Alors, j'ai encore à l'oreille la formule d'un de mes interlocuteurs qui s'appelait Jaco Jankelevitch. Il disait auparavant, donc c'est nos familles qui tremblaient devant les Allemands, mais là c'était les Allemands qui tremblaient devant nous. Vous voyez, ils ont renversé la situation, et là on commence à comprendre leur logique. Même si aujourd'hui on n'est pas très satisfait par ce choix de priorité qui a été le leur, il y avait une certaine logique pour des jeunes dans cette situation-là à rentrer dans l'enchaînement de la lutte armée dans le cadre communiste qui était, il faut bien dire, le cadre le plus offensif, le plus musclé pour aller faire la guerre aux Allemands. Hein. Et c'est pour cette raison donc, que dans la lutte armée juive contre les Allemands, donc je ne parle pas, vous voyez, d'individus juifs mêlés aux autres, mais de groupes juifs organisés en tant que tels, elle a existé dans toute l'Europe. Et là, donc, je vais passer en revue rapidement, mais vous comprendrez bien que chaque point mériterait d'être longuement développé. La forme la plus extraordinaire de lutte armée juive, c'est bien sûr les révoltes qui ont eu lieu dans les camps d'extermination. C'est-à-dire, si vous prenez les 6 camps d'extermination que les nazis ont créés en Pologne, 3 d'entre eux se sont révoltés. Vous avez, en août 1943, la révolte de Treblinka, et en octobre 1943, la révolte de Sobibor. Ce sont 2 révoltes qui ont réussi. C'est-à-dire que ce sont 2 révoltes qui ont permis des centaines d'évasions
et qui ont permis la démolition d'une grande partie des chambres à gaz. Donc ça, c'est, vous voyez, dans les conditions de ces camps d'extermination, être capable d'organiser une révolte et de la réussir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le fait qu'il y a eu donc des témoins après la guerre pour raconter Treblinka et pour raconter Sobibor, c'est une victoire extraordinaire, vous voyez, de cette résistance juive. Il y a une troisième révolte dans les camps d'extermination, c'est celle d'Auschwitz-Birkenau en octobre 1944, qui elle malheureusement a échoué, c'est-à-dire qu'elle a été neutralisée par les soldats allemands, mais ils ont quand même réussi à démolir une partie des chambres à gaz, et finalement, peu de temps après, les gazages ont été arrêtés à Auschwitz. Donc vous voyez, ces 3 révoltes armées sur les 6 camps d'extermination, c'est une histoire extraordinaire. De la même manière, vous avez 48 révoltes dans les ghettos. Donc il y a la révolte du ghetto de Varsovie qui est la plus connue. D'ailleurs, elle est la plus connue parce qu'elle est aussi la plus réussie. Hein, le fait que pendant un mois, ils ont réussi à tenir en échec une division de l'armée allemande dans les ruines du ghetto, c'est une performance exceptionnelle. Bon, je vous dis que c'est la plus réussie parce que c'est aussi l'endroit où il y a eu une vraie unité de toutes les tendances juives. Dieu sait si les juifs étaient fragmentés en tendances contradictoires, et il y a eu pas mal d'histoires dans d'autres ghettos où la résistance juive, du fait de ces divisions, a perdu des moyens, n'a pas bien utilisé ses moyens. Dans le cas de Varsovie, il y a eu une convergence remarquable de toutes les tendances qui, contre les Allemands, ont réussi à marquer des points. Donc vous avez non seulement les révoltes dans les camps d'extermination, les révoltes dans les ghettos, mais vous avez des groupes armés juifs sur le front de l'Est, vous voyez, qui se battent aux côtés des partisans soviétiques. Vous avez peut-être vu ce film qui est sorti il y a 2 ans, je pense, en France, Les Insurgés, qui raconte l'histoire de la brigade Bielski. Hein, c'est 1 millier de juifs qui vivent dans les forêts et qui se battent les armes à la main aux côtés des partisans. Alors, vous voyez, c'était le problème des gens qu'on arrivait à faire sortir des ghettos, mais qui n'avaient nulle part où aller, parce que il y avait la terreur qui régnait partout, dans les villes et dans les villages. Donc finalement, le seul endroit où ils pouvaient aller, c'était les forêts, les endroits isolés où ils se regroupaient en tant que juifs, mais dans ce cas-là, ils ne pouvaient survivre qu'en étant armés, en ayant donc l'autorisation des partisans soviétiques, vous voyez, pour rentrer dans leur système. Et la brigade Bielski est la plus connue, mais on estime aujourd'hui qu'il y a eu environ 20 000 partisans juifs regroupés en tant que partisans juifs sur le front de l'Est, ce qui est une véritable force, vous voyez, sur le plan militaire. Et puis vous avez des partisans juifs à l'Ouest aussi. Donc là, ce sont les communistes qui ont dominé ce domaine-là, le groupe Manoukian à Paris, mais il y a aussi 4 autres groupes juifs communistes en France. Il n'y a pas seulement le groupe Manoukian de Paris, il y a la Carmagnole à Lyon, il y a le groupe Liberté à Grenoble, il y a le groupe Marcel Languer à Toulouse, et il y a encore 1 ou 2 autres groupes plus embryonnaires à Marseille et à Nice notamment. Donc vous avez alors les communistes appelaient ça le détachement juif. Là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Simon Reymann. Le mot juif était bien prononcé officiellement, on appelait ça le détachement juif, alors qu'une partie des combattants n'étaient pas juifs. Mais le principe, c'était que la MOI, la main-d'œuvre immigrée, était organisée par groupe de langue, comme disaient les communistes, selon la langue parlée par les immigrés, et chaque groupe de langue avait des détachements armés qui lui étaient rattachés, mais comme les communistes n'aimaient pas, craignaient ce qu'ils appelaient le nationalisme bourgeois, ils s'arrangeaient pour que ces groupes rattachés à une langue particulière soient composés aussi d'une minorité venue d'autres nationalités parlant d'autres langues. Et comme ça obligeait les gens à se mélanger et à ne pas être uniquement entre eux. Donc dans les groupes qu'on appelait les groupes juifs, il y avait une minorité de non-juifs, mais c'est vrai aussi pour les groupes italiens, espagnols et autres, qui avaient d'ailleurs également des juifs parmi eux, vous voyez, minoritaires. Donc finalement, vous avez 4 ou 5 groupes armés juifs communistes en France qui ont fait des choses formidables. Et plus importante, il faut le dire, que les 2 groupes non communistes juifs du Tarn, dont j'ai parlé tout à l'heure. On retrouve la même chose en Belgique. Vous voyez, donc il y a vraiment une action militaire juive contre les Allemands sur tout le continent. Et puis il y a une 3e forme de résistance juive que je vais vous présenter brièvement, c'est ce qu'on appelle dans le langage des historiens la résistance spirituelle. La résistance spirituelle, c'est tout simplement l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de sauver physiquement des juifs, ou les juifs, mais qu'il faut essayer de sauver l'identité juive. C'est-à-dire que si on arrivait à sauver un grand nombre de juifs, mais que ces juifs soient totalement déjudaïsés sur le plan de l'identité,
on n'aurait pas vraiment réussi à les sauver. C'est-à-dire que la perte serait quand même irrémédiable. L'idée, c'était qu'il fallait sauver les Juifs physiquement, mais il fallait aussi les sauver identitairement. Et identité, ça englobe toutes les formes de l'identité, que ce soit la religion, la culture, ou tout ce qui fait finalement qu'un Juif a des raisons positives d'être Juif et n'a pas honte d'être Juif comme voulait le lui imposer l'ennemi, le persécuteur de l'époque. Donc vous avez dans toute l'Europe des choses remarquables qui sont faites pour inculquer par exemple aux enfants juifs ou aux jeunes juifs qu'ils ont des motifs d'être fiers d'être juifs et non pas de baisser la tête comme la propagande ennemie, vous voyez, leur criait tous les jours. Donc c'est des actions d'éducation, des actions de vie culturelle, de vie religieuse, de toutes sortes. Ça correspond bien sûr à tout l'éventail des opinions et des tendances à l'intérieur du monde juif. Je ne rentre pas dans les détails, mais je citerai simplement une action de résistance spirituelle particulièrement audacieuse et particulièrement importante vue d'aujourd'hui, c'est la création d'archives clandestines juives. Un certain nombre de résistants juifs, vous voyez, ont l'intuition que puisque les nazis commettent des crimes épouvantables, mais en plus effacent les traces de leurs crimes, leur intuition c'est qu'il faut justement garder les traces de ces crimes au moment même où ils sont commis pour pouvoir, à la fin de la guerre, vous voyez, faire entendre la voix des victimes, la voix des persécutés. Ils se disent que s'ils ne survivent pas à la guerre, il faut que leur voix soit quand même entendue au lendemain de la guerre, et pour cette raison, donc, ils constituent des archives clandestines qui réussissent à cacher. Alors l'histoire la plus extraordinaire, ce sont les archives clandestines du ghetto de Varsovie, réalisées par Emmanuel Ringelblum à une grande échelle, qui sont maintenant inscrites au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, des milliers de documents d'une valeur exceptionnelle qui permettent d'entendre la voix des victimes, même si elles ont été assassinées, vous voyez, et de ce point de vue-là, donc, ils ont réussi à vaincre les Allemands, puisque les Allemands n'ont pas su les faire taire, vous voyez, à travers ces documents. Et puis dans le cas français, à une échelle un peu plus modeste, l'actuel mémorial de la Shoah, vous voyez, est l'héritier justement d'un centre d'archives clandestin créé en 1943 à Grenoble. Il y a eu la même idée à l'autre bout du continent européen d'archives clandestines qui, après la guerre, ont servi donc à stigmatiser les crimes des nazis avec le point de vue des victimes documenté en temps réel. Donc peut-être, je pourrais aussi ajouter qu'une de ces formes d'archives clandestines, ce sont aussi les manuscrits rédigés par les juifs d'Auschwitz qui travaillaient dans le Sonderkommando. Vous en avez entendu parler, ces juifs qui faisaient ce travail horrible de ramasser les morts et de les emmener au crématoire. Certains d'entre eux ont écrit des textes en 1944, peu de temps avant la révolte du Sonderkommando, et ils ont réussi à cacher leurs textes dans le sol, à proximité des chambres à gaz, des textes écrits en général en yiddish, et ces textes ont été retrouvés après la guerre. Donc là encore, oui, c'est très précieux de pouvoir lire aujourd'hui ce qu'avaient à nous dire les gens du Sonderkommando avant leur révolte et avant leur assassinat. Hein. Alors là, très brièvement, vous voyez, j'ai passé en revue les formes de la résistance juive. Donc, on est bien d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas passivité des Juifs, qu'il y avait résistance juive. Maintenant, la passivité du monde, vous voyez, c'est la passivité des Alliés, les Alliés américains, britanniques, soviétiques. La France libre fait partie du lot. Aujourd'hui, on a des études d'historiens sérieux qui nous montrent que la France libre n'a pas fait beaucoup plus que les autres alliés, c'est-à-dire a fait très peu pour aider directement les Juifs menacés. Il y a eu des émissions de la BBC en français qui ont appelé les Français à aider les Juifs au moment le plus dramatique, vous voyez, de l'été 42, mais il n'y a pas eu quelque chose de soutenu, de puissant pour aider à la survie des Juifs. Donc, passivité des Alliés, passivité des pays neutres. On a beaucoup de travaux maintenant sur la passivité de la Suisse, de la Suède, des autres pays neutres, la Croix-Rouge internationale, le Vatican. En fait, toute cette question de la passivité du monde, si on veut l'étudier à fond, vous voyez, on n'aura pas le temps de le faire ce soir, ça passe par une question importante qu'il faut élucider, c'est la question du qui savait quoi. C'est une question sur laquelle travaille un grand nombre d'historiens, et on est loin de l'avoir épuisé, d'en avoir fait le tour. Bien entendu, si personne ne savait rien à l'époque, on ne peut pas aujourd'hui parler de passivité. Ce serait simplement une absence d'information. La notion de passivité n'a de sens que si les gens bien informés savent des choses et n'en tirent pas les conséquences. Et donc, les travaux actuels nous montrent qu'il y avait un haut niveau d'information des Alliés, des pays neutres, de la Croix-Rouge internationale, du Vatican, au niveau bien sûr des dirigeants. Je ne parle pas là
des échelons intermédiaires ou des échelons inférieurs. Je parle des dirigeants, des gouvernants qui étaient bien informés, mais qui ont été inhibés dans leur action. Hein. Et ceci commence, en fait, là c'est un point je crois important, ceci commence dès 1938. Finalement c'est en 1938 que le monde commence à faire preuve d'indifférence envers les juifs menacés. Vous voyez, quand les nazis sont arrivés au pouvoir en 1933, jusqu'à 1938, pendant les 5 premières années, c'est important de faire ce genre de nuance, pendant les 5 premières années, de 1933 à 1938, le monde entier s'est indigné de ce que faisait l'Allemagne nazie aux juifs en Allemagne, et le monde entier a été relativement hospitalier aux juifs qui voulaient quitter l'Allemagne. Et c'est un paradoxe parce que pendant ces 5 premières années, les nazis n'avaient pas encore fait grand-chose aux juifs, et le nombre de juifs qui voulaient partir n'était pas encore très élevé. Et donc le monde s'est indigné énormément et a accueilli généreusement ces juifs-là. Et c'est au fur et à mesure que l'agression nazie contre les juifs est devenue beaucoup plus grave, que le nombre de juifs qui voulaient émigrer était beaucoup plus important, que là les portes se sont refermées et que l'indifférence a commencé à se mettre en place. C'est un mécanisme intéressant à analyser, à essayer de comprendre. Vous voyez, à partir de 1938, les pays d'accueil des juifs se deviennent de plus en plus rares et il n'y en a pratiquement plus, donc l'émigration n'est plus possible. Et c'est d'ailleurs ça qui va être interprété comme interprété par les nazis comme un signal pour passer à l'idée d'extermination, parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser des juifs par l'émigration. Donc cette fermeture des portes, vous voyez, à partir de 1938, elle fait partie de la même indifférence du monde qu'on retrouve quelques années plus tard, lorsque le monde apprend des choses mais n'agit pas. Quand je dis le monde, donc, vous voyez, c'est une formule un peu de rhétorique, il faut dire les gouvernants du monde, il ne faut pas dire les citoyens du monde, les individus du monde qui, eux, n'avaient pas les mêmes informations, mais je parle donc là des gens les plus influents sur le plan politique. Donc ça c'est un bref aperçu, vous voyez, sur la question de la passivité du monde. Alors il reste la question des justes. Les justes, c'est-à-dire justement ceux qui ont agi comme il fallait agir, qui ont agi avec droiture à l'époque, certains d'entre eux donc, étaient ça, des gens tout à fait ordinaires dans la vie sur le terrain, des paysans, des ouvriers qui ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire à leur échelle à eux. Certains parmi les justes avaient un peu plus de moyens d'agir quand ils étaient des fonctionnaires, vous voyez, avec un certain degré d'autorité, donc ils n'étaient pas au sommet, mais ils avaient un peu de pouvoir entre leurs mains, et ils ont eu le courage de se servir de ce pouvoir pour faire le contraire de ce qu'on leur avait donné l'ordre de faire. Donc là, je vais prendre 2 exemples, je pense aux policiers qui avaient reçu l'ordre d'arrêter les juifs et qui ont fait le contraire, qui les ont aidés à se cacher ou à s'en aller. C'est extrêmement précieux, mais il fallait avoir le courage de désobéir à ces hiérarchies et de faire le contraire, donc ils risquaient beaucoup en faisant ça. Et vous avez des diplomates qui ont reçu des consignes de leur gouvernement de ne pas laisser passer les juifs, de ne pas les accueillir dans son pays, et qui ont fait le contraire, qui ont distribué des centaines ou même des milliers de visas et de papiers permettant l'émigration. Ces diplomates, vous voyez, ont eu encore plus d'influence qu'un simple ouvrier ou qu'un simple paysan qui, sur le terrain, aurait accueilli chez lui des juifs. Donc ça, c'est le concept de juste, vous voyez, qui maintenant est bien connu de vous et de beaucoup de monde, mais je voudrais simplement élargir un petit peu ce concept. C'est un petit peu restrictif, la notion de juste, d'abord parce que, vous savez, il faut que ce soit la personne sauvée qui demande une médaille pour ceux qui l'ont sauvée. Donc il y a 25 000 justes homologués par Yad Vashem, mais il y a certainement beaucoup plus de non-juifs qui ont fait quelque chose pour les juifs à l'époque. Mais la principale remarque que je veux faire à propos des justes, c'est la suivante, c'est que quand vous analysez aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les stratégies de survie des juifs menacés, comment est-ce que les individus juifs, les familles juives menacées à l'époque, pouvaient espérer s'en sortir, vous voyez, en France et dans les autres pays d'Europe, une des réponses, c'était les réseaux organisés de la résistance juive, ce dont j'ai parlé en commençant, avec cet argent du Joint qui alimentait les réseaux de résistance juive. Mais l'autre réponse, donc, c'était les justes, mais ça n'était pas seulement les justes. Quand vous essayez de comprendre cet environnement protecteur qui a permis en France aux 3/4 des juifs de survivre, cet environnement protecteur, c'est pas simplement les justes, c'est pas simplement les 3500 justes français homologués, plus quelques milliers d'autres non homologués. Ça va au-delà de ça. C'est que vous avez d'abord un grand nombre de Français qui ont fait des petits gestes de solidarité, qui ne méritent peut-être pas une médaille des justes, mais qui ont été salvateurs. Je prends l'exemple d'un policier qui se présente au domicile d'une famille juive en disant « Vous êtes sur notre liste, on vient vous arrêter, préparez vos affaires et nous revenons dans une demi-heure ».
vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, ça voulait dire en fait implicitement partez, je ne veux pas vous arrêter. Alors il y a eu des cas où malheureusement les familles juives n'ont pas compris, ils sont restés et ont préparé leurs affaires, et il y a eu des cas où ça a sauvé la vie de ces familles. De même, parmi les gens arrêtés au Veldiv, certains aujourd'hui nous racontent qu'au Veldiv, ils sont sortis discrètement en passant derrière un policier, et en fait jusqu'à aujourd'hui, ces personnes qui étaient souvent des enfants à l'époque ne savent pas si le policier ne les a pas vus, ou bien s'il les a vus et s'il les a délibérément laissés partir. Mais aujourd'hui, on peut pratiquement lever le doute. Il est clair que ces policiers savaient ce qu'ils faisaient en regardant ailleurs au moment où quelqu'un essayait de prendre l'attendre. Vous voyez, ce sont des petits gestes très simples qui ont eu un effet très important pour la protection. Et puis j'ajoute encore un autre cercle concentrique. Il y a les juifs qui font des choses très audacieuses pour prendre des gens chez eux, pour agir en faveur des juifs. Il y a ce cercle plus large, des gens qui font un petit geste au bon moment. Vous voyez, la concierge qui prend chez elle pendant une demi-heure les enfants juifs, pendant que les policiers sont là, même si ça ne dure qu'une demi-heure, c'est très important pour la survie de cet enfant. Mais il y a un troisième cercle plus large encore, c'est tous ceux qui ont pratiqué ce que j'appellerais du soutien passif, c'est-à-dire ceux qui se sont abstenus de collaborer avec la persécution, ceux qui se sont abstenus de faire du mal, tout simplement. Donc je prends l'exemple d'un village français dans lequel des familles juives avec un fort accent étranger se sont réfugiées. Des gens qui ont fait un effort énorme pendant toute la période de l'occupation pour se faire le plus discret possible et pour ne pas dire qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Donc, ils essaient de 42 à 44 par exemple de se faire oublier du village, et puis à la libération du village, ils s'aperçoivent que tout le village avait très bien compris qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, et tout simplement le village s'est abstenu d'aller les dénoncer aux Allemands ou à Vichy. Le village s'est comporté avec eux humainement, en leur procurant du travail éventuellement, ou en leur vendant de la nourriture. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, mais ils se sont abstenus de collaborer avec le persécuteur. Et dans le village d'à côté, il peut y avoir un autre scénario, il peut y avoir au contraire une personne malveillante qui est responsable de l'arrestation de plusieurs familles, de 10, de 20, de 30 personnes. Vous voyez, dans le contexte de l'époque, on peut dire qu'il fallait une seule personne malveillante pour provoquer des drames pour un grand nombre de juifs, mais il fallait toute une chaîne de connivence de gens bienveillants pour sauver éventuellement un juif ou une famille juive. Et c'est ça que j'appelle le soutien passif, c'est le fait tout simplement de s'abstenir d'aider le bourreau, vous voyez. Et ça, dans le cas de la France, c'est un facteur important, vous voyez, dans la survie des 3/4 des juifs de France à l'époque. Ça complète la notion de juste, vous voyez, ça complète aussi le rôle de la résistance juive. C'est un des facteurs qui, tous ces facteurs mis ensemble, expliquent la survie des 3/4 des juifs en France. Malheureusement, dans le contexte polonais, cet environnement de gens qui n'aidaient pas la persécution n'existait pas. Il y avait un contexte où un certain nombre de gens aidaient les juifs, un certain nombre de gens faisaient des petits gestes, mais il y avait malheureusement un très grand nombre de gens malveillants, ce qui fait que les proportions n'étaient pas les mêmes qu'en France, et donc le résultat est d'abord dû aux Allemands, mais il est dû aussi malheureusement à l'hostilité d'une partie de la population polonaise. Voilà, si vous voulez, très brièvement, les réflexions que je voulais vous proposer, que j'essaie de faire partager à des enseignants pour qu'ils les retransmettent à leurs élèves, pour mettre à l'endroit un certain nombre d'idées reçues, d'idées fausses que j'essaie de renverser pour les remplacer par des idées plus pertinentes. Et avec ce schéma-là, je pense qu'on peut aborder de manière assez précise, assez exacte, vous voyez, à la fois la persécution des Juifs, mais aussi comment est-ce que les Juifs ont essayé de lutter pour leur survie, comment ils se sont aidés eux-mêmes, comment ils ont été aidés, par qui ils ont été aidés, et inversement, qui n'était pas là pour les aider pendant cette période. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors moi, je me suis toujours posé la question, et je ne suis pas le seul, comment se fait-il que les Alliés, cette fameuse question qu'on pose souvent, comment ça se fait que les Alliés savaient et n'ont rien fait? Je vais compléter la question parce que pour moi il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup plus, c'est les actes des résistants français. Est-ce qu'à votre connaissance, parce que moi j'ai cherché, je n'ai pas beaucoup trouvé, des actes de résistance pour empêcher les wagons avec des juifs de sortir de notre pays? Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des actes de terrorisme pour empêcher cette déportation-là?
Non, il n'y a pas eu d'action de la résistance française pour empêcher les convois de partir, par exemple. Dans toute l'histoire de la Shoah, il y a un cas qui est répertorié à Bruxelles, où un convoi de déportation a été intercepté par des résistants juifs communistes, un petit groupe d'ailleurs qui, à leur propre initiative, sans avoir reçu d'ordre de leur direction, ont pris l'initiative d'intercepter un train, et ils ont appelé les gens du train à partir. Ils sont partis, et ça a sauvé la vie effectivement à quelques dizaines de personnes, et ceux qui sont restés dans le train n'ont pas survécu. Hein. Donc il n'y a pas ce genre d'action. Alors, si on essaie de comprendre les causes là, de l'inaction des Alliés, c'est une question très intéressante qu'il faut essayer d'interpréter avec nuance. Toute la propagande. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit en commençant mon exposé. Je vous ai dit que pour Hitler, les Américains, les Britanniques et les Soviétiques étaient des pantins dans la main des Juifs. Vous voyez, dans son fantasme à lui, c'était les Juifs qui dominaient le monde, et les Alliés n'étaient que des pantins entre les mains des Juifs. Toute la propagande était axée là-dessus. Et la propagande de Vichy disait à peu près la même chose, sous une forme atténuée. Il disait aussi que les Juifs étaient des gens extrêmement puissants, extrêmement influents. Et donc Vichy disait par exemple que De Gaulle était un pantin des Juifs. Or, à chaque fois que les Alliés ont envisagé de faire quelque chose pour les Juifs, que ce soit Roosevelt, Churchill ou bien De Gaulle, je ne parle pas de Staline qui est un cas à part un peu spécial, mais enfin, les Alliés occidentaux, ou bien De Gaulle y compris, à chaque fois qu'ils ont envisagé de faire quelque chose pour aider les Juifs, ils se sont dit, tout ce qu'on va faire pour aider les Juifs va alimenter la propagande ennemie qui dit que nous sommes des pantins entre les mains des Juifs. C'est un piège terrible, c'est une perversion que la propagande adverse avait créée. Ça commence dès 1938. Dès 1938, si on essaie de comprendre pourquoi le monde se referme devant les immigrants juifs, ben c'est parce qu'il y a ce poison qui est instillé par la propagande nazie, qui dit que les pays occidentaux sont entre les mains des Juifs, et donc beaucoup de gens ne veulent pas accueillir les Juifs dans les pays occidentaux. Ils ne sont pas, antisémites, ils condamnent verbalement l'antisémitisme, ils condamnent formellement l'antisémitisme, mais pas au point d'accueillir chez eux les victimes de l'antisémitisme qui veulent quitter l'Allemagne, par exemple. Donc là, il y a une ambiguïté qui apparaît dès 1938. Alors, je vais vous donner un exemple très concret de ce piège dans lequel la propagande antisémite avait placé les Alliés qui auraient voulu faire quelque chose pour les Juifs. Fin 1940, le général de Gaulle écrit une lettre adressée à une grande organisation juive américaine qui a organisé un meeting à New York pour protester contre les mesures anti-juives que le gouvernement de Vichy a prises. Et donc la France de Vichy prend des mesures contre les Juifs. À New York, les Juifs américains organisent un meeting de protestation et ils demandent au général de Gaulle d'envoyer un message disant qu'il condamne les mesures de Vichy contre les Juifs et qu'il s'engage, lorsque la France sera débarrassée de ce régime-là, que la France rétablira la loi républicaine où les Juifs sont traités comme des égaux. Donc le général de Gaulle le fait fin 1940, il envoie une lettre où il dit très clairement que la France libre condamne les mesures anti-juives de Vichy et que la France libre s'engage, lorsque Vichy aura disparu, à rétablir les droits des Juifs tels que la République les reconnaissait. Et quelques mois plus tard, cette lettre du général de Gaulle, elle est présentée à Paris dans l'exposition Le Juif et la France, la grande exposition de propagande antisémite que les Allemands avaient inspirée et qui avait été créée en français. C'est une propagande qui veut démontrer que De Gaulle justement est un pantin des Juifs. Et ils mettent en grand la lettre qu'il a envoyée à New York pour condamner les mesures anti-juives et pour promettre aux Juifs, vous voyez, le rétablissement de leurs droits. C'est-à-dire, vous voyez comment le piège se referme. À Londres, on a maintenant pas mal de travaux qui nous montrent les discussions qu'ils avaient à Londres, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider les Juifs. Et il y avait beaucoup de Juifs à Londres qui s'étaient ralliés à De Gaulle. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, je vous ai dit qu'au début de la résistance, beaucoup de Juifs étaient là, et qu'ensuite on les trouve beaucoup à des niveaux élevés. Donc à Londres, il y avait énormément de Juifs qui étaient proches de Gaulle, qui entouraient De Gaulle. Et ils reçoivent beaucoup d'informations sur le drame qui est en train de se faire, et ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et ils se sont aperçus que s'ils allaient trop loin dans l'action en faveur des Juifs, ils allaient desservir la cause, c'est-à-dire qu'ils allaient nourrir la propagande de l'adversaire. Alors c'est vrai qu'entre 40 et 42, on peut dire qu'en France, la propagande antisémite des Allemands et de Vichy avait un certain écho, que la population française n'était pas franchement antisémite, mais elle était influencée par le climat, enfin la propagande. Il est clair, par exemple, qu'il n'y avait pas de solidarité avec les Juifs
en France entre 40 et 42. Donc la France libre, par exemple, se disait que si elle protestait bruyamment, je parle là de 40-41 jusqu'à 42, si elle protestait bruyamment, elle ne serait pas comprise de l'opinion publique française, qui à ce moment-là n'était pas du tout sensible au problème des Juifs. Vous voyez, et la France libre s'autorise à parler des Juifs et à défendre les Juifs quand elle sent que le public français a mûri, a changé de psychologie, c'est-à-dire l'été 42, au moment de l'étoile jaune et des grands draps, où là, les Français sont devenus disponibles pour avoir de l'empathie pour les Juifs, comme on dit. Et la France libre, qui avait des moyens de s'informer très précisément, a senti que c'était le bon moment pour dire quelque chose, et là ils ont dit ce qu'il fallait dire, vous voyez. Mais ils avaient une marge assez limitée de manœuvre, hein, et même les Américains, dans un autre contexte, le président Roosevelt, vous voyez, s'il allait trop loin dans la protection des Juifs, risquait de desservir sa propre cause. Alors simplement, le président Roosevelt, il était plus puissant que le général de Gaulle, et sans doute qu'il était plus cynique que le général de Gaulle, vous voyez. Donc je ne cherche pas à refermer l'idée de critiquer les Alliés. Il est normal d'avoir aujourd'hui un esprit critique par rapport à eux, mais il faut essayer de mettre dans l'équation, vous voyez, tous les paramètres. À la fois, il y a un côté moral, on ne peut pas échapper à l'idée qu'il y a eu une défaillance de la part des Alliés ou des pays neutres, mais il y a eu une défaillance, mais il y a eu aussi une marge de manœuvre qui était très restreinte finalement chez eux. Hein. C'est-à-dire que même s'ils avaient été très courageux et très vertueux, ils n'auraient pas pu faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire M. Boukhara et me permettre de soumettre à son attention le fait que, très pragmatiquement, pour les Américains, sauver les Juifs n'était pas un objectif de guerre et que tout leur appareil, leur outil, leur logistique n'était pas destiné à cela, et que, par exemple, la question du bombardement des voies de chemin de fer qui servaient à transporter, à déporter, les déportés, après, que faire des déportés qui se seraient retrouvés livrés à eux-mêmes, c'était donc très difficile. Monsieur Boukhara, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des engagés volontaires juifs qui se sont présentés aux portes des casernes, là, pour intégrer l'armée française au début? Comment ont-ils été reçus et que sont-ils devenus après? Et une deuxième question très rapide, c'est, pourriez-vous nous évoquer de quelques mots le télégramme Rigner, de Gerhard Rigner, qui, dès 1942, a alerté le monde entier sur ce qui se passait exactement en Allemagne nazie? Ça va, t'as été bien, c'est bien. Ça va. Alors, j'ai parlé très brièvement tout à l'heure des Juifs qui se sont battus dans la résistance dans toute l'Europe avec les autres, mêlés avec les autres. Je n'ai pas abordé le 1,5 million de Juifs qui se sont battus comme soldats dans les armées alliées. C'est-à-dire que vous avez un demi-million de Juifs dans l'armée soviétique, un demi-million de Juifs dans l'armée américaine, et plusieurs centaines de milliers dans les armées britanniques et aussi françaises. Et justement, dans l'armée française, il y avait les Juifs français, il y avait les Juifs d'Afrique du Nord, et il y avait ces Juifs étrangers qui se sont engagés volontairement en 1939. Et c'est une belle histoire, vous voyez, cet enthousiasme pour la France qu'ils avaient, justement parce qu'ils avaient choisi la France délibérément, et ils sont allés jusqu'au bout de ce choix de la France qu'ils avaient fait en émigrant ici. Donc effectivement, on a des régiments entiers des régiments de marche des volontaires étrangers, comme on disait dans le jargon militaire, qui se sont très bien battus. Ils figurent parmi les unités françaises qui se sont le mieux battues en 40, vous voyez, avant la défaite de la France. Et malheureusement, quand on voit comment ils ont été traités ensuite, ceux qui ont été faits prisonniers par les Allemands, ils ont passé la guerre dans des conditions tout à fait correctes dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne, mais ceux qui ont été libérés, enfin qui n'ont pas été faits prisonniers par les Allemands, ont été très souvent arrêtés par la police de Vichy. Alors, on a des histoires, enfin, à plusieurs reprises, vous voyez, le Vichy n'a rien respecté, puisqu'on a des femmes de prisonniers de guerre qui étaient protégées par le droit international, par les conventions de Genève, et qui ont été quand même arrêtées par la police française et livrées aux Allemands au début de l'année 44. Ces gens, en général, ont été déportés vers Bergen-Belsen. Certains ont survécu, d'autres n'ont pas survécu. Et puis, on a en Afrique du Nord, c'est pas assez connu, donc des Juifs étrangers qui étaient en général allemands ou polonais, qu'on n'a pas démobilisés en 40, mais qu'on a envoyés dans des camps, dans des conditions très dures, en Algérie et au Maroc. Et ils ont survécu à la guerre, mais après avoir vécu des choses extrêmement dures là-bas. Hein. Donc ça, c'est pour parler des engagés volontaires, vous avez raison, c'est un point d'histoire intéressant. Et vous avez parlé du télégramme Rigner, donc Gerhard Rigner, je sais que Gerhard Rigner est un jeune juriste juif allemand
qui en 1942 se trouvait à Genève, mandaté par le Congrès juif mondial, vous voyez, comme délégué. Et justement, donc, en juillet 1942, il a reçu un visiteur allemand tout à fait exceptionnel qui s'appelait Eduard Schulte. Eduard Schulte était un industriel allemand qui avait affaire à l'état-major de la Wehrmacht dans le cadre de son travail. Et Eduard Schulte a appris, dans le cadre de ces contacts-là, qu'il existait un plan d'ensemble du gouvernement nazi pour détruire les Juifs d'Europe. Et il a eu un cas de conscience. Il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il transmette cette information au monde juif en passant par les pays neutres. Donc il a profité d'un voyage d'affaires en Suisse pour chercher le contact avec les responsables juifs. Et un de ses interlocuteurs a été Gerhard Tregner, qui a rédigé donc, fin juillet 1942 un télégramme dans lequel il résumait la teneur, vous voyez, de ce plan nazi pour détruire les Juifs d'Europe. Il a essayé de transmettre ce télégramme en passant par les ambassades américaines et britanniques en Suisse. Il a mis un mois à convaincre ces ambassades de transmettre son télégramme. Et quand ce télégramme est arrivé à Londres et à Washington, les gouvernements de ces deux pays ont mis 3 mois à autoriser la divulgation du contenu du télégramme à Washington et à New York, à Washington et à Londres, par le Congrès juif mondial. Mais finalement, c'est là qu'on a publié pour la première fois, donc dans les journaux des pays alliés, l'information selon laquelle il existait un plan d'ensemble des nazis pour détruire les Juifs d'Europe. Et on a ajouté d'ailleurs, ce plan a déjà commencé à être réalisé, et il y a déjà donc un nombre de victimes qui se chiffre à plus d'1 million. Donc vous voyez, le Telegram Reader est un maillon de la chaîne très important, mais ce n'est pas le seul maillon. Il y a toute une série de maillons du passage de l'information qu'on arrive maintenant à reconstituer assez bien. Merci. C'est intéressant de faire des comparaisons avec les autres pays d'Europe sur les pourcentages de survie des Juifs qui sont beaucoup moindres qu'en France. Bon, il y a des facteurs très simples qui sont liés à la géographie. La France est un pays grand avec beaucoup de régions montagneuses et de régions isolées où il était relativement facile de disséminer les Juifs, vous voyez, sur tout le territoire français, donc pour qu'ils aillent dans des endroits dans des endroits moins exposés. On n'a pas du tout l'équivalent. Et dans le cas des Pays-Bas et de la Belgique, on n'a pas du tout la même géographie. Vous voyez, on a des territoires beaucoup plus petits et plats, donc c'est évidemment pas des conditions favorables pour disséminer cette population et pour la protéger, mais ce n'est pas la seule explication. Il faut prendre en compte le fait que la Belgique et les Pays-Bas ont des gouvernements en exil à Londres qui se battent contre l'Allemagne nazie. Donc ce sont directement les Allemands qui dirigent tout en Belgique et aux Pays-Bas, alors qu'en France, il y a Vichy. Et c'est là qu'il faut être capable de prendre un peu de distance par rapport à Vichy. Oui, j'ai aucune sympathie pour Vichy, mais il faut apprécier avec des nuances le rôle de Vichy. C'est parce que Vichy avait un antisémitisme entre guillemets plus modéré que celui des Allemands, que le résultat de la politique de Vichy est moins catastrophique que dans les pays comme Pays-Bas ou Belgique, où les Allemands ont directement eux-mêmes appliqué leur antisémitisme à eux. Il y a des degrés de l'antisémitisme. Il y a un antisémitisme à l'allemande qui dit clairement qu'il veut tuer les Juifs et qui ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas mis à mort les Juifs. Et il y a un antisémitisme de degré plus modéré qui ne veut pas tuer les Juifs, qui veut simplement les exclure. La politique de Vichy, c'était une politique très banale en fait, qui reprenait les idées véhiculées pendant des siècles, disant que les Juifs devaient être à l'écart, devaient être dans des ghettos, devaient être mis à l'écart. Donc Vichy veut mettre à l'écart les Juifs, mais ils n'ont pas l'intention de tuer les Juifs. Alors, mon idée, justement, vous dites qu'ils ont livré les Juifs, certes, le gouvernement de Vichy a livré des Juifs. Mon idée à moi, c'est que le gouvernement de Vichy, fondamentalement, était un gouvernement, était à l'image de la France qui venait de s'effondrer. La France venait de subir la plus grande défaite de son histoire. La France était dans un chaos terrible à partir de 1940. Donc Vichy, c'est le reflet de ça. C'est un gouvernement finalement de vide national. Et les Allemands ont su très efficacement, de leur point de vue, utiliser Vichy pour atteindre leur fin, eux, qui était de tuer les Juifs, incontestablement. Donc ils ont su faire pression sur Vichy pour obtenir des livraisons de Juifs, et ils en ont obtenu. D'ailleurs, ils ont obtenu, il y a des hauts et des bas, justement. Et à partir de 1943, Vichy est moins zélé pour collaborer avec les Allemands, donc ils sont moins rapides à livrer les Juifs qu'en 1942. Mais donc les Allemands ont su utiliser Vichy dans leur optique à eux pour tuer le maximum de Juifs. Mais les Juifs, eux, de leur côté, ont su utiliser les ambiguïtés de l'administration française. C'est-à-dire non pas le gouvernement de Vichy, mais tout ce qui était en dessous,
Vous avez énormément comme dans un fromage, comme dans un gruyère, avec des alvéoles. Les Juifs qui ont survécu pendant la guerre ont utilisé tous les interstices qui étaient possibles dans l'administration française de Vichy pour obtenir que les fonctionnaires n'appliquent pas les ordres du gouvernement avec zèle et éventuellement désobéissent aux ordres du gouvernement. Donc il faut prendre en compte que dans cette administration de Vichy, il y a tout un éventail d'attitudes, depuis ceux qui font du zèle pour persécuter les Juifs et pour les livrer aux Allemands, jusqu'à ceux qui font du zèle dans l'autre sens pour protéger les Juifs. Il y a tous les degrés intermédiaires. Et donc les Juifs se sont donné beaucoup de mal pour exploiter Vichy dans l'autre sens que le sens des Allemands, et ils ont obtenu des résultats. Et on ne pouvait pas faire la même chose en Belgique ou aux Pays-Bas, où il n'y avait pas cette marge de manœuvre. Vous voyez, on avait directement les Allemands qui procédaient à leur politique. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il y avait une certaine ambiguïté dans le fonctionnement de Vichy. Et c'est une des explications, mêlée à l'explication par la géographie que je donnais en commençant. Mais c'est pourtant le gouvernement de Vichy qui a rajouté les enfants en juillet 42. Le gouvernement, voilà, le gouvernement. Moi, je n'ai pas parlé du gouvernement. Bah oui, moi, je n'ai pas parlé du gouvernement de Vichy, j'ai parlé de l'administration de Vichy. L'administration de Vichy, c'est pas pareil que le gouvernement de Vichy. Au moment même où Laval donne cet ordre terrible d'envoyer les enfants, vous avez des fonctionnaires à tous les niveaux qui n'appliquent pas la politique officielle, vous voyez, soit qui modulent cette politique, soit qui carrément désobéissent à cette politique. Et c'est très important de prendre en compte ça. Est-ce que finalement le changement de positionnement à partir de 1943 n'est pas lié tout simplement au fait qu'on voyait l'Allemagne perdre? Oui, c'est tout à fait vrai, c'est une partie de l'explication. Vous avez à l'été 1943 un épisode très important qu'il faut connaître, qui n'est pas assez connu, c'est l'abandon par Vichy de son projet de dénaturaliser les Juifs qui avaient été naturalisés. Vous savez que c'était une des grandes batailles à l'époque, le fantasme antisémite qui disait qu'on avait naturalisé des masses de Juifs étrangers et qu'à cause de ça, la France était envahie par des métèques. Pendant toute la période de l'occupation, les Allemands faisaient pression sur Vichy pour qu'il dénaturalise les Juifs étrangers et donc pour que Vichy puisse livrer sans scrupule ces Juifs qui n'auraient plus été des Français. Et à l'été 1943, il y avait un décret de dénaturalisation qui était prêt, que Laval avait promis aux Allemands, et qu'au dernier moment, il a abandonné parce qu'il a dit aux Allemands que l'Église faisait pression sur lui pour s'opposer à ce décret. C'est-à-dire les évêques de France, les mêmes évêques qui avaient été très prudents un an plus tôt, au moment des grandes rafles, vous voyez, pendant l'été 42, il y a un petit groupe d'évêques qui ont protesté à titre individuel, mais l'Église en tant que telle a été très prudente à l'été 42. Un an plus tard, à l'été 43, l'Église a été plus courageuse, sans doute, comme vous avez dit, parce qu'entre-temps, la guerre avait évolué et que la défaite allemande pouvait s'envisager. En tout cas, l'Église a fait pression sur Laval qui a dit aux Allemands « je ne peux pas dénaturaliser les Juifs que vous me demandez de dénaturaliser ». Et ça a eu un effet salvateur pour toute une catégorie de Juifs qui aurait risqué très gros si ce décret était passé. Donc là, on voit qu'il y a une petite marge de possibilités pour Vichy, vous voyez, de désobéir, qu'ils n'ont pas utilisé au début et qu'ils ont utilisé après. C'est une nuance importante. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues nombreuses à cette exposition, à cette conférence, et j'espère que vous serez aussi nombreux. Merci de votre présence à tous. Moi, je voudrais remercier Philippe Bocard pour cet excellent exposé. Merci à vous tous, merci de votre présence et votre amitié. À bientôt.